Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast. On est en compagnie de 4 personnes, du coup 5, étant donné que je suis là aussi. On va faire aujourd'hui un petit podcast. On a appelé ça débat politique, même si je pense que ça va pas vraiment être un débat politique, ça va plus être juste une discussion autour de la politique. Je vais laisser tout le monde se présenter. Mais du coup, tu t'es même pas présenté en début. Moi c'est Théo, l'équipe. Salut. Ok, top, cool. Bonjour, moi c'est Driss, ingé son. Bonjour, moi c'est Guillaume, invité exceptionnel. Bonjour, moi c'est Jean-Michel, directeur de la mission locale. Bonjour, moi c'est Garance. Je sais pas, je suis en service civique, mais plus dans une semaine. Eh ben, est-ce que maintenant on peut commencer ? C'est quoi le premier thème que vous voulez aborder ? Du coup, on était chaud pour faire le Parlement. Est-ce Ouais, que c'est ça. là, le premier truc qui vous vient quand on vous dit Parlement, c'est quoi à chacun d'entre vous, par exemple ? Est-ce que vous pouvez présenter, quand il y a quelqu'un qui ne connaisse pas, par exemple ? Pour moi, Parlement, ça m'évoque déjà l'Assemblée nationale, le Sénat, et voilà, tout simplement. Bah oui, c'est juste un endroit où on vote les nouvelles lois, où on peut débattre même de la vie en général et de plein d'autres choses. Bah ouais, c'est ça, vous voyez le fonctionnement, parce que je pense qu'on peut l'expliquer aussi du Parlement. Ouais, du coup, c'est... Avec, pour ce qui est de l'Assemblée nationale, des députés élus au suffrage universel, direct, sur les circonscriptions, et les sénateurs qui, eux, ne sont élus qu'au suffrage indirect, par d'autres élus. La nuance est importante. Mais déjà, qu'est-ce qu'un suffrage ? Ça veut dire quoi ? C'est une élection. Ok. C'est au cas où, pour s'il y en a qui savent pas. Mais t'inquiète pas, on s'en veut pas. Arrête. Absolument. Mais ouais, Ouais, du c'est coup, dans le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale se renvoient les textes. En gros, quand il y a une proposition de loi auprès du Parlement, ils votent la loi. Si elle passe, le Sénat la prend, modifie des trucs ou pas, et ça fait des allers-retours comme ça jusqu'au bout d'un moment où ça va juste être une assemblée, il me semble. Je crois que c'est ça. Sauf si l'Assemblée nationale ne s'entend pas avec le Sénat. Parfois, il y a opposition. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs qui vont approfondir et chercher les compromis dans les diverses propositions de projets de loi, en tenant compte de tous les amendements qui ont été remontés par des députés pendant les périodes d'étude des textes, quoi. Je crois qu'ils sont 9 en CMP pour décider du projet de loi ou de la loi. Est-ce que vous avez un exemple même de loi qui est passée il y a pas longtemps ? Ou on a quelque chose comme ça ou pas du tout ? Théo, t'as peut-être un exemple, non ? Déjà, là, récemment, celle qui a fait énormément débat, enfin, il y en a eu plusieurs, mais du coup, c'est celle par rapport à la protection des enfants, notamment les pédocriminels récidivistes, les condamnations. En gros, il y avait une loi qui tournait par rapport à instaurer une condamnation à perpétuité pour les pédophiles récidivistes. Pour les pédocriminels. Oui, ouais. Pédocriminels et récidivistes sur les personnes de moins de 15 ans. Mais du coup, ça a fait débat, ça a été voté 2 fois. Parce que ça a été voté une première fois, c'était en juillet là. Première fois le 17 juillet, il me semble. Et il y a eu que 34 votes qui étaient contre. Et je crois 5 ou une dizaine qui étaient pour. Et le problème, c'est que juste l'Assemblée était vide en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont revoté. Et là, il y a beaucoup plus de personnes qui sont venues parce que ça a été adapté à 287 voix. Là, les gens, ils se sont dit « Ah !» Et ça a été refait, je crois, le 20 juillet ou le 24, un truc comme ça. Et du coup, c'est passé. Ouais, parce que les députés aussi, ils sont en vacances, ils ont droit à des vacances. Donc c'est pour ça, en ce moment, c'est un peu vide à l'Assemblée nationale. Ils sont tous en vacances. Même s'il y a des textes importants qui passent malgré leur absence, quoi. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas compris déjà pourquoi il y en a qui étaient contre et pourquoi il y en a qui étaient pour. Qui peut expliquer pourquoi contre ? Le pour, je sais pas trop, parce que techniquement, si on connaît pas les conséquences, on peut être pour, étant donné l'impact que ça a sur la société et sur les victimes. Mais quand on voit en fait la réalité, les études criminologiques et psychologiques qui ont été menées auprès des victimes, on se rend compte que déjà 80% des victimes de pédocriminalité, c'est
les proches ou la famille qui, en gros, agressent la personne mineure. Oui, c'est des personnes que tu connais dans tous les cas. Ouais, c'est ça, c'est l'entourage. Donc, attends, je me suis perdu. C'est pas grave. Ouais, vu que c'est l'entourage, les victimes hésitent parfois à parler. C'est pour ça qu'il y en a très peu qui parlent quand on regarde les chiffres par rapport au taux d'actes et quand on voit le taux de plaintes, c'est terrifiant. On se rend compte il y a énormément de victimes. Et du coup, si on instaure des peines lourdes, entre guillemets, même la peine de mort, parce que ça a aussi été débattu, les victimes hésitent encore plus à parler, étant donné que quand c'est un membre de la famille, ils sont là en mode, si je fais ça, ma famille va être détruite, ça va être terrible les conséquences, donc je dis rien. Et en fait, on se rend compte que du coup, si la peine est trop lourde, les gens ne parlent plus. Mais en fait, le débat qu'il y a actuellement au Parlement vis-à-vis de ça, même si du coup ça a été voté, mais le débat entre la droite et la gauche, c'est que la droite voulait instaurer à la base une peine de mort, puis maintenant la prison à vie, et la gauche était contre parce que eux étaient plus dans la prévention, autant dans les écoles que partout en fin de compte, pour autant les enfants que les parents que n'importe qui en fait. Et ils ne voulaient pas, eux, qu'il y ait la prison à vie ou alors que la peine de mort, tout simplement parce que justement les victimes vont être moins aptes à parler si, admettons, un enfant subit des choses par son oncle et que la personne parle, enfin que la victime parle, ça veut dire juste que la personne va envoyer un membre de sa famille au bûcher en fait. Donc juste c'est aussi pour ça et les parents peuvent être en mode non mais tu vas pas ruiner sa vie quand même, blablabla. C'est pour ça que la gauche s'est dit on va éviter peut-être ça parce que déjà actuellement il n'y a pas beaucoup de victimes qui parlent et qui ont soit le courage ou le recul pour parler de ça et c'est pour ça qu'ils voulaient pas que ça fasse encore moins parler. Je sais pas comment m'exprimer, mais est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Okay. J'ai pas compris, moi. C'est vrai? Ouais, j'ai rien compris. Moi, de ce que j'en ai compris, c'est extrêmement intéressant ce que tu poses dans l'alternative pour une victime ou sur des crimes subis, de réclamer justice. Quand dans la tête, sur les pourcentages que tu disais, qui sont exacts, c'est 8-9 fois sur 10 un membre immédiat de l'entourage familial. Parce que entre ce que vivent les victimes et ce qu'ont dans leur tête les législateurs, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, il y a un monde d'écart. Et aujourd'hui, donc déjà la peine de mort n'existe plus, mais derrière c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Et aujourd'hui, elle n'est réellement infligée qu'à de rarissimes exceptions. Ouais, comme le terrorisme. Voilà, et avec juste une période de sûreté absolue de 20-22 années sur des actes de terrorisme, de barbarie ou de je ne sais plus quoi. Mais l'écart, tu le pointes, mais justement. Mais je crois qu'actuellement en France, il n'y a que les terroristes qui sont condamnés à perpétuité actuellement là. Mais la perpétuité en France, c'est pas 25 ans maximum, un truc comme ça. Il n'y a pas de réelle perpétuité, il me semble. Quasiment pas. Il doit y avoir quelques exemples qui mériteraient d'être cherchés, mais il n'y a quasiment pas, parce que les peines sont réaménagées. Tu as les peines de sûreté qui sont incompressibles. Tu as aussi le fait de si tu te comportes bien ou mal, qui fait que ça va diminuer ou augmenter ta peine. Il y a plein de critères. Enfin, l'augmenter, non, juste que du coup, la période de sûreté n'est... Genre, en gros, tu vas aller jusqu'au bout de la peine. Si tu te comportes mal, et à partir de la période de sûreté, si tu as un bon comportement, tu peux être libéré plus tôt. Ça dépend des scénarios. Mais bon, voilà. Juste pour revenir sur pour le projet de loi dont vous parliez, comment les victimes sont réellement prises en considération. La victime dans l'ordonnancement pénal français, c'est pas forcément la partie qui connaît une réelle réparation, quoi. La victime, elle est aussi victime d'un système pénal qui fait que pour beaucoup de délits, ou de crimes subis,
c'est la loi du silence. Et quand elle se lève, bien souvent, des années après, la victime, elle reste seule avec ses blessures, ses souffrances, souvent à vie. Parce que quand on subit, enfant ou adolescent, des actes criminels, de ce qu'on parle là, après c'est à vie qu'on doit composer avec et qu'il n'y a pas forcément de réparation possible. C'est une question. Mais déjà, ce qu'il faut faire aussi, c'est la part des choses. C'est-à-dire, c'est quoi, par exemple, Théo, la différence entre la pédophilie et la pédocriminalité ? Tout simplement, la pédophilie, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable, c'est une dérive sexuelle, comme ils appellent ça en psychologie. Ouais, c'est une paraphilie. Ouais, c'est une déviance, sexuelle. Du coup, c'est pas quelque chose qui se contrôle, mine de rien, même si ça paraît très effrayant. Et la pédocriminalité, c'est tout simplement le fait de passer à l'acte. Du coup, c'est quelque chose de condamnable, alors que la pédophilie, c'est quelque chose de non condamnable. Il y a des suivis psy pour les personnes qui sont pédophiles. Je sais pas du tout si ça peut se soigner, entre guillemets, ça je sais pas, je pourrais pas le dire. Pédocriminalité, le mot criminalité appelle que c'est pas un délit, c'est un crime. Après, par contre, le fait de consommer du contenu pédopornographique, ça par contre, du coup, ça rentre dans la catégorie pédocriminelle. C'est pas uniquement faire une agression. Le fait de le consommer, mais du coup, ça crée une agression parce que s'il y a quelqu'un qui le crée, ça motive à le faire. Du coup, c'est quelque chose de terrible dans tous les cas, mais du coup, c'est pas. À partir du moment où, en gros, on est actif, entre guillemets, dans le truc, ben, on est catégorisé pédocriminel. Ce qui semble assez logique d'ailleurs. Mais dans tous les cas, tous les pédocriminels ne sont pas pédophiles. Ouais. Il y en a, Non, tous les pédophiles ne sont pas oui, pédocriminels. mais dans les deux sens en vrai. Parce que la plupart des pédophiles savent que c'est une maladie et juste essaient de se soigner et ne passent pas forcément à l'acte. Justement parce qu'ils savent que c'est une déviance, etc. Alors que la pédocriminalité, c'est juste la folie de l'être humain, les gars. Parce qu'en France, on considère qu'on est responsable de nos actes, mais pas de nos pensées. Du coup, si une personne a une attirance envers des enfants ou quoi, et que ça la fait souffrir dans sa vie, parce que forcément, on sait très bien que si une personne est attirée par un enfant, elle va savoir que c'est pas normal, etc. Et donc, elle va peut-être en souffrir, etc. À ce moment-là, il y a des suivis qui sont possibles avec des psychiatres, des psychologues. Néanmoins, dès qu'on passe à l'acte, là, c'est complètement différent. Là, c'est une justice qui va s'appliquer, c'est de la loi française, du coup, qui va viser à la répression et du coup à condamner cette personne. Mais ce n'est pas parce que cette personne va être condamnée, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas lui donner un vrai suivi psychiatrique pour si... j'ai pas bien compris cette loi, mais du coup, il y a une perpétuité, c'est ça, pour les pédophiles ? Oui. Ok, mais par exemple, pour ceux qui n'ont pas de perpétuité, de viser justement à un vrai suivi quand ils sont en prison pour que quand ils sortent, ils ne récidivent pas. Parce que ça, justement, j'ai compris, la loi, c'était pour les récidivistes. Récidivistes pour les Mineurs de moins de 15 ans. Récidivistes sur des mineurs de moins de 15 ans. Ouais, bah, du coup, un vrai suivi en prison pour que justement ces personnes ne récidivent pas à leur sortie. Parce qu'on sait qu'en France, j'ai pas les chiffres en tête, mais beaucoup, même pour des petits délits ou quoi, il y a beaucoup de récidives à la sortie des prisons. Vous pensez quoi du fait que les pédocriminels n'aient pas la même prison que les autres personnes qui font des crimes aussi ? Mais ça s'explique parce que c'est globalement très mal vu même par les autres détenus parce que j'ai envie de te dire tu commets un délit ou un crime mais ça te prive pas de moralité en totalité. C'est-à-dire que tu peux quand même avoir, on va dire, des valeurs entre guillemets, tout le monde en a. Et dans tous les cas tout ce qui va être agresseur sexuel, que ce soit majeur ou mineur, en général, c'est très très mal vu dans les prisons. C'est de là que vient le terme pointeur d'ailleurs. C'était une insulte qui est utilisée dans les prisons. Et il y a eu beaucoup de passages à tabac et de tentatives d'assassinat dans les prisons sur ce genre de personnes. Donc du coup, en fait, on est obligé au niveau carcéral d'isoler les criminels sexuels pour leur sécurité.
parce qu'on peut juste pas laisser... Enfin, en fait, on peut pas se permettre de laisser des détenus s'entretuer, juste fermer les yeux et dire en fait, c'est pas notre problème, c'est pas de notre faute, c'est pas nous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité qui s'engage, et à partir du moment où on isole quelqu'un pour la sécurité des autres, on se doit quand même d'assurer la sienne aussi. Parce que sinon, je veux dire, à quel point t'es inhumain pour juste considérer que telle personne, malgré ses actes, ne mérite aucune attention, aucune protection, aucun encadrement, etc. C'est très bien dit. Garance, pas oublier que ce ne sont pas que ces criminels-là qui peuvent se retrouver regroupés, extrêmement radicalisés, que de s'être retrouvés les uns et les autres dans des quartiers pour d'autres raisons, pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de prière, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'isolement particulier. Voilà, c'est une disposition de l'administration pénitentiaire qui fonctionne aussi pour d'autres crimes. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait exact, mais quand même, c'est pas du tout les mêmes raisons. C'est-à-dire que en France et même en Europe plus largement, la culture fait qu'il y a vraiment 3 choses qui sont très très mal vues. C'est la sociologie qui a mis ça en avant. Il y a la pédophilie, l'inceste et le cannibalisme, qui sont vraiment 3 choses extrêmement mal vues dans la société. C'est étonnant. Oui, c'est pas hyper étonnant, mais donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de, je vais pas dire mettre en sécurité, mais ni de protéger, mais d'éviter que ces personnes justement pédophiles se fassent assassiner en prison. Néanmoins, pour les trafiquants de drogue, la problématique elle est quand même autre part, c'est-à-dire que pour les gros trafiquants, on sait qu'ils ont beaucoup de contacts, y compris en prison. On sait qu'en prison, il y a beaucoup de trafic. D'ailleurs, j'ai vu un reportage récemment sur des habitants qui habitaient juste à côté des prisons et qui voyaient toute la journée des gens passer, jeter des colis dans les prisons, etc., qui contenaient de la drogue, des téléphones, enfin plein de choses comme ça. Ouais, des PS5, un peu moins. Quoique, on ne sait pas. Mais ouais, il y a un vrai problème avec ça, c'est que si on les laisse en prison, ces gros trafiquants, ils arrivent quand même à communiquer avec l'extérieur et à faire passer des ordres, etc. Il y a à dire un truc assez marrant avec ça, c'est que, alors je sais plus c'est lequel, mais c'était un gros trafiquant au Mexique, mais je crois que c'est Pablo Escobar, mais je suis pas sûr, qui avait fait, je crois qu'il avait fait construire sa prison, justement, où il habitait et tout. C'était Escobar, je crois. Il vivait dans sa prison, mais c'était sa maison. Parce Ouais. qu'en gros, il tenait l'État, littéralement. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est vraiment... d'être mis en prison, mais en fait la prison était à lui. Ouais, donc, c'était sa maison, c'était sa villa et c'était une prison, parce que l'État lui appartenait littéralement. Ouais, c'est ça, il faisait passer ses ordres depuis la prison. Bon, on n'est pas du tout comme ça en France, et heureusement. Mais il y a un peu de ça dans le sens où les gros trafiquants arrivent quand même à faire passer des ordres et à poursuivre leur trafic, même en prison. Mais ce qui s'entend souvent, c'est que les prisons, c'est littéralement une société isolée. Ça fait une micro-société dans un endroit clos. Et tout ce qui se passe en dehors se passe aussi dans les prisons. Ce qui est réel quand on voit, il y a du commerce dans les prisons, il y a du trafic, qui du coup est le commerce. Il y a des tatoueurs dans les prisons, il y a des gens, ils cuisinent pour les autres, ils font des gâteaux. Oui, il y a un vrai système économique en Ouais, prison. c'est un truc totalement alternatif qui se passe là-bas. Du coup, au final, ils sont juste maltraités, mal logés, mais sinon, au final... Et en plus, beaucoup se radicalisent en prison et récidivent à la sortie, quoi, finalement. Après, le fait qu'il n'y ait pas réellement de réinsertion après la prison, ou qu'elle soit mal faite, ça aide pas. Parce qu'à la base, c'est pas l'objectif de la prison en France, mais on a souvent l'impression qu'elle est plus punitive que réellement à but de réintroduire correctement la personne dans la société. Alors que c'est pas censé être l'objectif, sinon forcément les gens recommencent, puis ils n'ont pas d'autre moyen de faire. Si tu vas en prison pour trouver du taf, c'est une galère. Comment tu fais ? Mais quand tu sors de prison, t'as un tuteur, non ? Ou un truc ? Ça dépend. Ça dépend quoi ? C'est pour les mineurs, je crois. C'est que pour les mineurs ? Non, tu as des réseaux de bénévoles qui accompagnent des gens à leur sortie de prison, qui peuvent être aussi des visiteurs de prison. Après, j'ai plus en tête le service qui permet l'accompagnement des personnes sortant d'incarcération. Juste revenir sur ce que tu disais à l'instant, Guillaume, tu disais il y a de la radicalisation en prison. En fait, les conditions de détention sont
tellement dégradé. Ça fait des années que l'Observatoire international des prisons met à l'amende l'État français pour un taux de présence, pour tout un tas d'indicateurs qui démontrent que notre système carcéral, il est juste inhumain, profondément inhumain, éliminant toute chance de pouvoir en sortir. Et ce que tu appelles radicalisation, pour moi, c'est un accélérateur de tout ce que les gens qui sont incarcérés, donc condamnés, ont dans leur tête pour encore plus, après, être dans des mécanismes extrêmes, que ce soit de trafic, que ce soit sur tout un tas d'autres déviances. C'est des machines à produire de la marginalité et l'inhumanité accélère les particules. C'est un huis clos. Suivant les contacts que tu peux t'y faire là-bas, tu peux aussi repartir et avoir des... Mais ça, il y a beaucoup de transmission entre prisonniers des petites techniques pour... il y a beaucoup de braqueurs qui sont allés en prison et qui sont sortis avec plein de techniques et qui ont direct recommencé, qui se sont fait plus prendre justement parce qu'ils avaient les techniques et tout. Qui ont pu faire leurs équipes aussi. Ouais. Ce que je veux dire. Et qui ont fait les équipes et tout, ouais. Ça devient la loi du plus fort, après même dans cet univers inhumain. Il génère les conditions de l'émergence et la loi du plus fort, c'est la loi du plus fort. Et juste pour en revenir un petit peu au Parlement, pour un peu expliquer aux gens, c'est que le Parlement en France, donc il y a deux chambres principales, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et en fait, ce Parlement-là, il a été fondé donc c'est en 59, je crois, la 5e Constitution. La 5e République, c'est 1958. 58, donc un an près, ça va. En 58, et en fait, ce Parlement-là, il n'est pas figé, c'est-à-dire qu'il peut être amené à évoluer avec le temps. Donc là, avec les constitutions, on a eu des parlements très différents entre la 3e, la 4e, la 1re. Et donc ce Parlement-là, aujourd'hui, on commence à en apercevoir les limites, ce que beaucoup de chercheurs remarquent actuellement. Et donc ce Parlement, il pourrait être amené dans les prochaines années, les prochaines décennies à évoluer aussi. Comment ça, il a ses limites ? Il a, dans le sens où on a observé ça justement, il y a ce qu'on appelle le brutalisme constitutionnel, avec l'ensemble des amendements, des articles de constitution qui peuvent être utilisés à des fins qu'on peut considérer inconstitutionnelles. Je pense notamment au 49.3 que beaucoup de gens connaissent sûrement, hein, qui consiste justement à pallier le vote du Parlement pour faire adopter un projet de loi. Quand ce vote est impossible. Quand ce vote est impossible. Après, il y a eu des votes possibles, mais qui ont été considérés impossibles. Donc justement, c'est pour ça, d'où le brutalisme constitutionnel, c'est-à-dire que c'est toutes les failles de la Constitution ont pu être exploitées justement pour justement un seul parti qui a souhaité se maintenir coûte que coûte. Mais c'est bien par contre que tu précises qu'est un 49.3 parce qu'il y en a beaucoup qui font l'amalgame entre ça et une loi qui est passée sur la réforme des retraites. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le 49.3 c'est la réforme des retraites. Ah oui, non, le 49.3 c'est vraiment un article qui permet justement de pallier au vote du Parlement. Donc ça peut être sur cette réforme des retraites, ça peut être sur toutes les lois en fait qui peuvent être passées, hein. Je pense notamment par exemple au projet de loi Riposte de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur actuel. Par exemple, ça pourrait être le cas, même si c'est justement mal vu en fait, comme j'explique. Donc on pourrait très bien imaginer une constitution justement sans cet article, ce qui permettrait justement au futur président de ne pas être tenté justement par cette solution de facilité, justement de trouver, de faire vivre le Parlement pleinement en débattant des lois et en trouvant des compromis, des solutions, des consensus aussi. Sauf que il n'y a pas de majorité. C'est-à-dire que les familles politiques sont tellement éclatées
que, quelles que soient les propositions, je pense aux derniers examens des dernières années des projets de loi de finances, où en fait toute majorité est impossible parce que les députés, d'abord, sont tellement émiettés en tellement de partis qu'il n'y en a jamais la majorité requise. Au Sénat, c'est pas pareil parce que restent les anciens partis dans leur configuration. Il y a encore le PS, il y a encore la droite telle qu'elle était, mais l'Assemblée nationale, elle est devenue aujourd'hui émiettée. Et je ne peux pas m'empêcher, et j'en resterai là, de mettre sur la table, mais c'est sûr qu'il y en aura au moins un qui va rebondir autour. Ça fait des années, il y a eu un essai de mémoire en 86-88, c'était Mitterrand, je ne sais plus quel était son premier ministre, mais qui avait introduit la proportionnelle, qui a été réenlevée immédiatement. La proportionnelle, on a des choses à dire, tellement il y a une fracture entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. La proportionnelle a aussi le mérite de permettre possiblement l'élection de gens qui appartiennent à des minorités politiques, mais qui du coup ne peuvent plus se prévaloir du fait de ne pas pouvoir rentrer à l'Assemblée nationale, du fait de cette appartenance à un petit courant de pensée. Qu'est-ce que c'est la proportionnelle pour les gens ? La proportionnelle, c'est simplement la possibilité de voir élu un candidat à des législatives, même s'il appartient à un petit parti politique. Voilà. Aujourd'hui, ça se fait sur les circonscriptions. Chaque territoire produit un député. Et bien là, il y a des mécanismes de péréquation qui permettent, sur chaque circonscription, de pouvoir voter pour quelqu'un qui ne serait jamais élu quand c'était la majorité absolue, mais qui pourrait l'être là. Et juste pour en revenir à ce que tu disais, Jean-Michel, c'est vrai que les partis politiques, là aussi, on en voit la limite, dans le sens où le Parlement, aujourd'hui, justement, et ça pourrait, justement, on pourrait le faire évoluer, nous, citoyens, si on faisait si on manifestait, etc., justement, dans ce but-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de députés qui vont voter pour leur parti et pas en leur propre âme et conscience, si j'ose dire. Dans le sens où un groupe parlementaire va décider, par exemple, sur un projet de loi de voter telle chose, et peut-être qu'un député souhaitera voter autre chose, mais sera contraint de voter dans le sens du parti. Et ça pose problème, parce que du coup, on a des députés qui ne votent plus en leur âme et conscience, mais qui suivent un espèce de jeu politique de qui... c'est ça, de qui a la plus grosse... Enfin, voilà. Et on n'a plus cette diversité d'opinions qui permet le débat, justement, qui permet de trouver le consensus entre les Françaises et les Français. Et ce que je dis là, on l'a vu sur justement le projet de loi pour l'euthanasie, la fin de vie, où chaque député n'a pas voté avec le parti, mais en leur propre âme et conscience, puisqu'il s'agissait d'un sujet de fond qui engageait un peu quand même l'éthique et la dignité humaine, etc. Et ça, j'ai trouvé ça très beau de voir ça, de voir chaque député voter en leur âme et conscience, plutôt que de suivre justement un petit jeu d'appartenance, ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression même, justement, ce que tu viens de dire, c'est que ça a changé au fil des années. Parce qu'avant, j'ai l'impression que les gens, justement, étaient plus impartials. Et maintenant, plus du tout. Et j'ai l'impression que même actuellement, la politique divise beaucoup plus qu'avant. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ? Parce que moi, j'ai pas du tout la réponse. Parce que j'ai l'impression que maintenant, justement, les deux parties sont vraiment mais à l'opposé les unes des autres, alors qu'avant... En vrai, ça allait, il y avait des idées qui se rejoignaient, et maintenant, plus du tout. Avant, tout à l'heure, Guillaume citait les républiques. Donc là, nous sommes sous la 5e République. Et la 4e République, elle se caractérisait par un multipartisme qui faisait... Il y avait tellement de partis que, en fait, jamais une seule décision était possible. Là-dessus, la 5e République, elle s'est quand même construite sur un bloc de gauche et un bloc de droite.
plutôt de gens héritiers de la SFIO, d'une tradition socialiste, et de l'autre côté des gens plutôt dans l'entrepreneuriat, la liberté individuelle, décomplexer le fait de gagner de l'argent, une fiscalité. Et donc il y a eu un bloc de droite et un bloc de gauche sur lequel et ont toujours été d'un côté la frange extrême droite, donc qu'on retrouve dans l'histoire, et la frange extrême gauche qu'on retrouve aussi dans l'histoire, et on peut considérer encore qu'il y a 20 ans de cela, on était à peu près sur gauche-droite, incarné par le Parti Socialiste et le Parti Communiste d'un côté, les radicaux, les démocrates et les libéraux de l'autre côté, avec l'extrême droite, dont on retrouve toute l'histoire, et l'extrême gauche, pareil. L'extrême gauche nourrie par les époques du stalinisme et de ce que tout cela est devenu. Et puis au fil des décennies, ces familles politiques se sont éclatées. Elles se sont souvent éclatées pour servir des intérêts individuels, parce que ces grands courants de pensée-là, ils se sont appauvris, ils ne se sont pas renouvelés. Et toutes ces années où ils ont envoyé leurs représentants depuis Mitterrand jusqu'à aujourd'hui, à la recherche perpétuellement de consensus, tout s'est progressivement émietté. Et aujourd'hui, on retrouve peut-être 20 candidatures, ce qui n'a plus aucun sens. Les anciens de gauche ou les anciens de droite sont dans l'incapacité absolue aujourd'hui de pouvoir retrouver quels sont ceux qui portent leurs pensées. Voilà. Et par ailleurs, pour répondre un peu à ta question, Garance, c'est que la politique, ça a toujours suscité du débat, ça a toujours suscité de parler un peu fort, des choses comme ça, parce que le but même de la politique, c'est le choix, c'est la décision, c'est de trancher entre un oui et un non, c'est de trancher entre plusieurs propositions pour l'appliquer finalement. Ça a toujours suscité beaucoup de débats, beaucoup de vigueur dans les débats aussi. L'Assemblée, c'est vrai que l'Assemblée, certains aimeraient qu'elle soit calme, tranquille, mais en soi, l'Assemblée, ça a toujours été un petit peu le zoo, si je puis me permettre, où les gens venaient crier haut et fort ce qu'ils avaient à penser, puisque à l'Assemblée, d'ailleurs, c'est le seul mode de parole qui est autorisé à l'Assemblée. C'est pour ça que si vous voyez un député brandir un drapeau ou un journal, un article, peu importe, il sera censuré, puisque la seule possibilité d'expression à l'Assemblée, c'est à l'oral. Et pour finir avec ça aussi, tout est permis à l'Assemblée, même de dire à l'oral des choses très insoutenables. J'ai des exemples peut-être que je ne citerai pas. Mais voilà, donc tout est permis à l'oral à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, il y a vraiment, j'ai l'impression que beaucoup plus de gens se sentent impliqués aussi dans la politique. Peut-être moins qu'avant, où ça paraissait plus distant. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, mais qui viennent de grandes écoles, un peu de la grande bourgeoisie. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, encore dans l'imaginaire collectif, c'est que la politique, finalement, c'est quelque chose d'assez bourgeois, dans le sens où c'est très déconnecté du monde. Donc voilà, mais aujourd'hui, je trouve plus de personnes s'y intéressent, et donc peut-être c'est pour ça que ça suscite davantage de débats, ou de débats plus visibles en tout cas. Mais la politique, pour moi, il faut avoir déjà une aisance culturelle. Il faut avoir... En fait, il y a quelque chose de très hiérarchique. Et même, s'intéresser à la politique, c'est aussi, justement, quelque chose de bourgeois pour moi. Mais ça, c'est que pour moi. Dans le sens où, justement, quand t'as juste... quand t'as le nez dans la merde et que tous les jours, tu peux pas... subvenir à tes besoins, etc. Justement, tu vas avoir d'autres choses à penser plutôt que penser politique. Donc pour moi, déjà, rien que s'intéresser à la politique, c'est quelque chose de bourgeois. Alors, c'est pas totalement faux. J'ai plein de choses à dire, quoi. Mais il y a un demi-siècle, il y avait encore, et c'est là que je voulais en venir, il y a un demi-siècle, il y avait encore au Parlement des gens qui venaient de la classe ouvrière. J'ai eu la chance de connaître, je crois, le dernier questeur. Le questeur, il y a 4 députés de l'Assemblée nationale qui sont questeurs, c'est-à-dire qui gèrent les parties administratives et réglementaires, qui était un cheminot.
Il était d'Agen. Je suis d'Agen, c'est pour ça que je le connais. C'était dans les années 85-90. À cette époque-là, déjà, parce que quand on est député, c'est pas un métier. On a déjà une fonction professionnelle avant de se dire je suis candidat, je milite politiquement, voilà. Pendant des décennies. Et c'est là que je vais introduire quelque chose qu'il fallait absolument qu'on parle, le lobbying à l'Assemblée nationale. Vous avez idée de quel est le secteur d'activité qui a été pendant des décennies le plus représenté à l'Assemblée nationale? Quel est le métier? Banquier? Non, mais non. Quelle est la catégorie socio-professionnelle? Quelle est la profession qui a été le plus représentée? Ça serait curieux de chercher là maintenant. Ce sont les médecins. Ah ouais? Ce sont les médecins. Quand vous regardez aujourd'hui comment tout le monde hurle sur le dépeçage de tout ce qui est santé, sécurité, et que à peu près n'importe où, n'importe quel médecin claque des arrêts maladie à n'en plus finir, que quand on fait du lobbying, je vais prendre d'autres exemples, le lobbying de la FNSEA dans le monde de l'agriculture. Mais le monde de l'agriculture, quand on parle de la FNSEA, on ne parle pas des petits agriculteurs qui crèvent partout sur le territoire national. On parle des agriculteurs qui étaient les céréaliers, qui captaient des subventions de la politique agricole commune. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale est quand même composée majoritairement de gens qui, par leur profession, défendent aussi des intérêts professionnels. Quand tu dis qu'on crève la faim, qu'on n'a pas matière, il n'y a pas de place pour pouvoir avoir envie juste de s'intéresser à la politique qui est notre vie de tous les jours. Mais je vais te répondre, Garance, quand on crève la dalle, déjà on n'a pas forcément un métier puisqu'on crève la dalle qui correspond aux métiers qui sont dans le profil de ceux qui en fait aboutissent à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, l'Assemblée nationale, au-delà de voter les lois pour notre pays, c'est aussi une chambre où sont présents des représentants de secteurs professionnels qui défendent leurs intérêts. Et les lois, elles sont souvent le lobbying pharmaceutique. C'est énorme. Il y a plusieurs lobbies qui ont une puissance de fou. Beaucoup de lobbies. Parce qu'ils ont leurs représentants comme députés. Mais on voit avec le lobby de l'alcool aussi, c'est pareil pour le coup. Ils tiennent absolument tout. Le lobby du tabac, il y a quelques années, même si là, ça s'est beaucoup tassé. Il y a plein de lobbies qui ont énormément de force. Et pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Jean-Michel Garance, c'est que oui, il y a beaucoup de lobbies, etc. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose, et je nuance de suite. Je nuance de suite en disant que, justement, par exemple, un ouvrier qui vient à l'Assemblée nationale défendre son métier, etc., c'est pas forcément une mauvaise chose, justement, parce que ce métier peut-être fait vivre l'économie française, etc. Il y a plein de choses. Néanmoins, quand, effectivement, des gros lobbies qui ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, qui finalement, qu'ils soient là ou pas, ça change pas non plus tant de choses que ça. Effectivement, là, il y a un vrai problème. Mais par ailleurs aussi, quand je dis que je suis un petit peu d'accord avec toi sur le fait de dire que c'est un peu quelque chose d'assez bourgeois, la politique, effectivement, il faut avoir le temps de s'y intéresser. C'est vrai que c'est des sujets quand même compliqués qui ne donnent pas forcément envie à première vue. Néanmoins, je prends l'exemple de, je sais pas, un monsieur qui habite à la campagne, qui a monté sa petite association dans son village, quelque chose comme ça. Il fait déjà de la politique avec son association. Donc c'est pas non plus quelque chose de totalement inaccessible. Et justement, par exemple, dans les petites mairies, les petites communes locaux, ils font déjà de la politique en prenant des décisions pour leur commune. Dans l'association, en prenant des décisions pour l'association, pour savoir est-ce qu'ils vont faire des tractations, est-ce qu'ils vont faire justement des tractations, on peut assimiler ça un peu à de la propagande, donc c'est politique déjà. Voilà, donc c'est plus accessible qu'on ne le pense. Après, quand
quand on entend politique, on pense souvent à l'échelle nationale et tout, mais ça peut être vraiment à l'échelle locale, ça peut être plein de choses, ça peut prendre vraiment beaucoup de formes, la politique. Moi, j'ai une question, parce que tu parles de propagande. Est-ce que, pour vous, actuellement, la propagande existe encore ? Oui. Je réponds très cash, oui. L'histoire toujours. À qui appartiennent les médias ? Je vais pas trop m'éterniser, ça appartient. Non mais au-delà de ça, la propagande... Après, Guillaume, je pense que c'est bien aussi de définir la propagande, parce que tout le monde n'a pas une idée claire de ce que c'est. Oui, c'est ça. Bon, la propagande, c'est vraiment l'idée de rendre visible quelque chose pour que les gens s'y intéressent et y adhèrent, dans l'idéal. Mais c'est montrer, toi, ta vision des choses. Oui. Il faut que les gens aillent dans ton sens et des fois, tu vas le tourner. Oui, c'est ça. Tu peux manipuler facilement l'information pour justement manipuler l'information et faire adhérer les gens plus facilement à ta cause. Souvent, c'est pas montrer tes opinions, c'est plus les imposer littéralement. Enfin, on l'a vu avec les choses les plus connues de l'histoire. Je sais pas si on peut dire les mots, mais les propagandes étaient vraiment imposées. À partir du moment où il y a eu un tout petit peu de pouvoir, ça a été imposé et tu pouvais plus rien faire. Mais il y a un truc là, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour dire qu'en gros, la propagande, ça existe même pour moi dans tout ce qui va être les chaînes d'information à la télé. Parce que on va te montrer, c'est une étude russe qui fait ça. Je sais plus, mais vous allez me sortir. Bien placé ça. Non, mais vous allez me ressortir le nom. C'est juste le fait de montrer des images d'affilée qui vont faire qu'en fait, par exemple, on va te montrer une image de jeunes qui jouent dans des cités. Juste après, on va te montrer justement une bijouterie qui s'est fait braquer. Et bien comme l'image d'avant, c'était des jeunes qui jouent dans la cité, tu vas associer ça avec l'image d'après. Ça, c'est l'effet Kuleshov, ça. Oui, Ouais, voilà, merci. C'est plus dans le cinéma, justement. Oui, Mais mais maintenant, c'est repris à la télé. C'est beaucoup utilisé dans l'information. Effet Kuleshov. C'est un russe. Et en gros, c'est le même principe que les images subliminales. Tu rentres un message dans le cerveau sans passer de message direct. Et c'est un effet de fou. Et l'impact qu'il y a dessus, quand je l'ai appris, j'étais choqué. Enfin, ça marche super bien de ce qu'on voit. Parce qu'à la base, l'étude, russe, etc., c'était juste, ils ont pris un groupe de personnes, ils ont mis dans une salle de cinéma, ils ont montré en première image, je crois que c'était une famille qui s'aime, machin. Deuxième image, c'était un bébé. Et bien les gens étaient heureux quand ils sortaient de la salle. Alors qu'avec le deuxième groupe, ce qu'ils ont fait, c'est que la première image, ils montraient la famine. La deuxième image, ils montraient un bébé. Et du coup, les gens pleuraient. Donc c'est, même si tu vois, c'est pas waouh, mais ça montre quand même que oui, ça veut dire que ce que tu montres avant, après, il y a vraiment une importance. C'est pas waouh aussi, c'est waouh, parce que c'est ce que tu dis. C'est engager des gens sans savoir le dire. Les mécanismes de mobilisation de nos cerveaux que notre conscient, il n'accède pas, mais qui convoquent déjà l'image d'après ou le ressenti d'après. Ouais, notre cerveau fait naturellement des raccourcis sur tous les sens qu'il capte. Du coup, forcément... Mais comme tu lis un mot, tu vas lire les deux premières lettres, tu vas savoir ce que c'est le mot. Il fera d'autant plus de raccourcis que la personne considérée, elle n'a pas beaucoup d'informations. Le déficit d'information, c'est le lit de tous les actes de propagande. Je suis d'accord avec toi, Théo. Dans l'idée de propagande, il y a l'idée de convaincre, mais il y a aussi l'idée de forcer à convaincre. Sans aller jusqu'au... il y a quelques guerres au XXe siècle qui l'ont rappelé, billets qui tombent, pas les billets, mais avec des petits mots qui tombent du ciel pour achever de convaincre de capituler. Mais la propagande... elle est toujours à l'œuvre parce que elle fait partie des moyens d'action illégaux. Et juste beaucoup plus discrète aujourd'hui. Oui. C'est juste beaucoup plus discret aujourd'hui, mais c'est encore totalement présent pour le coup. Juste qu'on le voit, on se rend pas compte. Néanmoins, pour le coup, la propagande et cette forme de communication, on peut les catégoriser. Hein. Il y a la communication qu'on peut dire légitime, dans le sens où pour qu'un parti politique soit élu, il faut bien qu'il fasse sa publicité, parce que sinon, si personne ne le connaît, forcément voilà. Et il y a de la communication qu'on peut considérer illégitime, justement, ce qui vise à tout ce qui est propagande, manipuler l'information, etc. Et aujourd'hui, c'est plus ça qui marche que justement de la communication plus légitime. Néanmoins,
c'est pas parce que ça marche beaucoup mieux qu'il faut que ça devienne la solution de facilité, ce qui est un petit peu en train de devenir le cas. C'est-à-dire que pour convaincre, on essaie plus de manipuler que de réellement convaincre, justement. Et ça posera un problème, parce que les gens ne votent plus en leur âme et conscience, mais vont voter parce qu'ils ont entendu telle personne parler, ou aussi quelque chose de très intéressant, c'est de voir le visage des présidents. C'est aux États-Unis, ils ont fait une étude là-dessus, mais j'ai plus du tout le nom. Mais en gros, les gens votaient vachement à la tête de la personne. En fonction, il y a même eu des traits spécifiques de visage qui ont été identifiés et tout, justement par l'étude. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Qu'il y ait vraiment ce manque d'information. Après, bien sûr, les gens n'ont pas forcément toujours le temps de s'informer. Et en politique, d'ailleurs, ça a été bien mis en évidence par les travaux de Paul Lazarsfeld, je crois, qui a mis en évidence donc que les gens votaient ou s'informaient par le biais de ce qu'il appelait des grands, je sais plus quoi, des grands penseurs, enfin bref, des gens qui pensent. En gros, c'est des gens qui ont le temps, eux, de s'informer et qui vont informer leur entourage proche de ce qu'ils ont découvert. Pas forcément, ça peut juste être... non, pas du tout, ça peut juste être, je sais pas, il y a un fils, il vit avec sa mère et son père, lui il a le temps de se renseigner, etc. Ses parents travaillent, il n'a pas le temps. Et ben lui il va en parler à ses parents, et ses parents, justement par le fait qu'ils aient confiance en lui, vont aller voter un peu dans son sens, quoi. Et ça c'est quelque chose qui marche beaucoup en politique, et depuis très longtemps même, hein. Justement, ça a été mis en évidence parce que je disais les travaux du monsieur. Donc, non, tout le monde n'a pas le temps de s'informer. Oui, la politique, ça peut paraître quelque chose de bourgeois, il faut en avoir le temps. Néanmoins, on peut toujours en faire à l'échelle locale et prendre soin de sa commune, parce que prendre soin de sa commune, c'est déjà prendre soin de certaines personnes, hein, qui peuvent compter pour nous, ou pas, hein, d'ailleurs. Mais au moins, on voit plus loin que juste soi, quoi. Et ça vient illustrer le fait que la politique, c'est la vie de la cité. Faire de la politique, c'est à la fois défendre des intérêts locaux, parce que tout intérêt peut être digne d'une reconnaissance locale, et c'est déjà une action politique, bien évidemment de nature différente de celle produite par les députés et les sénateurs. Mais je souligne le fait que même si faire de la politique laisse à penser qu'il faut avoir du temps pour s'y consacrer et que ça appelle une dimension bourgeoise, il y a des actes basiques du quotidien qui sont le témoignage d'un engagement politique. Voilà, des associations de défense des intérêts, il y en a de tout type, de tout niveau, et ça rend plus démocratique. Voilà. Après, l'autre chose, c'est que aujourd'hui, l'univers dans lequel on évolue est devenu tellement complexe à comprendre que du coup, il oblige, pour avoir une information éclairée, à disposer de beaucoup d'informations. Et si on les a pas, on s'expose à des actes de propagande de gens qui se proposent de nous faire une synthèse de l'information actualisée. Mais bien souvent, c'est là que l'acte de manipulation, possiblement, est présent. Je suis très d'accord avec ça. Et la dernière fois, on a interviewé le maire de Sauveterre. Et justement, avec lui, j'ai eu ce débat dans la pièce. C'est que l'accès à l'information politique est super compliqué. Parce qu'en fait, on ne peut pas se renseigner uniquement sur la politique, vu que dans le monde politique, plein de thèmes sont abordés, tout ce qui est sociologique, tout ce qui est économique, tout est abordé. Donc forcément, en fait, si on veut avoir un vrai avis politique bien construit et être sûr de pour qui on vote, mais on est obligé de se renseigner sur énormément de choses. Et avec toute la propagande qui est absolument partout, c'est super compliqué de trouver exactement l'information qui nous correspond le plus. Parce que même dans les partis, parce que moi, pour le coup, le truc des partis, quand il y a les élections, lire les programmes, je trouve que c'est pas du tout le truc le plus important. On peut s'y fier, mais la majorité des trucs seront pas faits. Le truc le plus important, selon moi en tout cas, c'est de regarder les votes qui sont posés à l'Assemblée. Parce que les députés votent en fonction de leur parti et pas en fonction de leur avis perso dans 90% des cas. Donc en fait, des fois, ils disent on va faire ça, et quand on voit les votes au cœur de l'Assemblée, on se rend compte qu'en fait, ils font rien de ce qu'ils disent. Et je pense que c'est super important de voir ça. Ça fait encore du travail en plus, mais ça peut changer. Et dans tous les cas, se renseigner sur l'économie, sur la sociologie, le monde politique, tout ça, ça prend du temps.
Mais à l'heure actuelle, à l'heure d'Internet et tout, ça facilite les choses. Mais il faut quand même faire super attention parce que ça va vite. Les propagandes, pas forcément regarder toujours les mêmes médias, se renseigner directement sur les sites de l'Assemblée. Il y a les votes au sein de l'Assemblée sont filmés et on peut les trouver absolument partout. Ça passe à la télé, mais on peut aussi retrouver des rediffusions pour voir ce qui se passe. Il y a toutes les statistiques qui sortent sur le site. On peut voir plein de choses. Du coup, c'est super intéressant à voir pour vraiment se mettre dans le truc. Mais ça prend du temps. Et puis ne pas oublier que, et je ne sais plus sur quel exemple dernièrement, oui, les lois sont votées. On est dans une république où les lois doivent être appliquées. Et pour autant, et ça tombe dans l'oubli, parce que les délais administratifs sont longs, eh bien, si les décrets, si les textes réglementaires ne sont pas produits après par l'administration gouvernementale, des lois démocratiquement votées, sans contestation, tombent dans l'oubli parce que simplement l'administration gouvernementale aura fait obstacle à la production des décrets et autres textes réglementaires sans lesquels les lois ne rentrent pas en vigueur. C'est ça, parce que pour expliquer un peu, en fait, il y a les lois qui sont votées. La loi, c'est la grande règle générale de dire, de dire quelque chose. Et après, il y a les décrets. Les décrets, c'est vraiment comment est-ce qu'on va appliquer les lois, quelles sont les peines encourue si on l'enfreint, comment on fait appliquer ces peines. C'est vraiment toute la partie administrative un peu vraiment chiante qui sont faits par des professionnels pour le coup, voilà, et qui sont vérifiés aussi, je crois, par le Conseil d'État. Alors, si je dis pas sur de la bêtises, partie où à la partie administrative publique, on est sur le Conseil d'État. Si on est sur la partie plutôt constitutionnelle, on est sur le Conseil constitutionnel. Voilà. Qui vont étudier l'un et l'autre le juste respect des dispositions constitutionnelles ou la légalité des actes administratifs. Mais aujourd'hui, on ne voit pas dans l'actualité remonter cette problématique de lois démocratiquement votées et pour autant non appliquées. Il y a eu un exemple dernièrement, je l'ai oublié. C'est aussi significatif de l'obstruction que peut faire, de la possible obstruction du gouvernement à l'encontre de textes de loi sur lesquels il estimerait ne pas être d'accord. De l'opposition. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est arrivé récemment. J'ai plus la loi exacte en tête, mais il y avait une loi qui était très contestée au Parlement où justement l'opposition avait tenté de faire obstruction et ont déposé énormément d'amendements. Mais grâce à l'article 49.2, cette fois-ci, je crois bien, en fait, tous les amendements ont pu être retirés et donc la loi a pu être votée parce que le 49.2 stipule que pour qu'un amendement soit examiné, il doit passer en commission avant. Or, tous les amendements n'ont pas pu passer en commission et donc ils ont été tout simplement retirés de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Je crois que c'était le projet de loi de finances de l'exercice 26 à l'automne dernier, qui a beaucoup d'amendements qui n'ont pas pu être étudiés parce qu'à un moment donné, il y a des délais. Et en fait... je crois que c'est beaucoup plus récent que ça. Oui, il y en a eu une là, il y a un mois. C'est assez récent le 49. Il y a 1 ou 2 mois, là, il y a eu quelque chose de gros qui a tourné aussi. Parfois, sur un projet de loi, la masse des amendements produites fait obstruction au projet de loi. Parce que quand il y a des milliers d'amendements produits par beaucoup de sénateurs ou de députés, eh bien, si dans le délai imparti, on n'a pas le temps de les étudier, ça veut dire que ces amendements-là, ils n'ont pas pu apporter leur pierre à l'édifice de la construction de la loi. Et juste, oui, pour conclure justement sur tout ce qui était propagande, etc., et pour faire un petit peu une transition, il y a un moyen vachement simple de s'en protéger qui est l'éducation, justement, où on peut, à travers l'éducation, réduire les risques de se faire prendre dans le piège de la propagande. Et ça, c'est des moyens qui pourraient être mis dans les écoles, justement, pour mieux éduquer nos enfants et nos adolescents et nos jeunes, pour s'en prémunir, puisque ce sont les citoyens de demain et qu'on ne veut pas on veut que les citoyens votent en leur âme et conscience,
plutôt que parce qu'ils ont vu telle ou telle chose sur les réseaux. Mais tu lis de mes pensées parce que j'allais justement parler de ça. Parce que pour moi, je trouve qu'il devrait y avoir un cours de politique, en fait. Autant, pour moi, déjà, lycée, je trouve ça obligatoire. Parce qu'on a tellement de trucs. On a, c'est quoi ? C'est pas SES. Parce que SES, c'est sciences économiques et sociales. Oui, mais on parle pas de politique en SES au lycée. Mais il y avait un autre truc. C'est l'EMC. EMC, éducation morale et civile. Ouais, exactement. Et civique. Et en SES, tu abordes des sujets politiques. T'abordes des sujets politiques, mais on ne t'explique jamais ce que c'est. Tu parles du système politique aussi. Oui, tu parles du Parlement, mais tu parles pas directement de comment fonctionne la politique avec tout ce qui Oui, mais ça, après, c'est beaucoup plus... C'est pas, t'as des cours où on t'explique ce que c'est. C'est juste qu'il y a certains thèmes qu'on aborde, et donc, faut passer par la politique pour aborder ce thème, mais on t'expliquera jamais ce qu'est vraiment la politique. Et sincèrement, quand t'arrives en SES, faut déjà que t'aies des bases. Parce que sinon, tu comprends rien. Et ces bases-là, tu les as comment ? Et c'est sûrement pas avec les cours de MC, puisque je crois, enfin, moi, dans mes souvenirs au lycée, on en avait eu genre 3 dans l'année, donc autant dire qu'on ne retient rien. Hein. Enfin, si vous faites, je sais pas, du Rubik's Cube 3 fois dans l'année, vous n'allez pas savoir le finir en 1 minute, quoi. Enfin, c'est un peu logique. Après, c'est vrai qu'il faudrait des vrais cours de politique à l'école qui permettraient alors pas le débat en tant que tel, politique, etc., mais rien que de discuter de sujets entre les élèves et de les faire un petit peu se confronter pour que justement ils puissent se forger leur opinion, avoir leur esprit critique et surtout de les informer sur qu'est-ce que c'est que la droite, qu'est-ce que c'est que la gauche, qu'est-ce que c'est qu'un état de droit tout simplement, qu'est-ce que c'est que un état totalitaire, une constitution, un état totalitaire. Comprendre simplement le pays dans lequel on vit en fin de compte, parce que la politique et les lois, c'est littéralement comprendre où on vit. Qu'est-ce que veut dire l'égalité, fraternité, tout ça, tu vois, les tout... En fait, non mais l'apostrophe égalité. Bref, en fait c'est juste comprendre dans le système dans lequel tu vis et comprendre tout ça et savoir, parce que littéralement comme tu disais tout à l'heure, c'est les citoyens de demain qui vont juste voter, comprendre pour qui et pourquoi tu votes, comprendre déjà ce que tu lis quand tu lis une fiche de parti, comment ça s'appelle, une fiche de programme, un programme, voilà. Mais quand tu lis des programmes, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il y a des mots en politique que tu ne vas pas du tout utiliser dans la vie de tous les jours et que tu ne retrouves qu'en politique. Ça, il faut aussi savoir les expliquer. Il faut savoir juste comprendre, tout simplement. Moi, tu vois, tu parles de mots qu'on ne comprend pas et qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours, pardon. J'ai une take là-dessus, j'ai un avis. J'ai souvent l'impression que même s'il y a un jargon inhérent à chaque domaine, j'ai souvent l'impression que la politique, ou plutôt les politiciens, cherchent à surintellectualiser les débats, à souvent utiliser des mots souvent très compliqués pour rien, et même eux ne comprennent pas, sans forcément savoir ce qu'ils veulent dire. Et je trouve ça très... je trouve que c'est très représentatif d'un snobisme d'État qu'il y a envers le peuple, et qui a tendance à beaucoup m'agacer, parce que ça ferme littéralement des portes. En fait, ça a une valeur pour les gens les moins armés en politique, dégage, en fait, on veut pas de toi là, parce que rien que ce mot-là, tu le comprends pas, en fait. Et il y a ce petit message de nous, c'est le jargon, quoi, c'est le quotidien. Donc en fait, si tu comprends même pas ça, t'as pas notre place dans nos débats, tu vois. Il y a ce truc-là qui est dégagé, et que je trouve assez dégueulasse. Et sur lequel jamais personne ne prend forcément de recul. Oui, mais ils visent une branche sociale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, avec la politique, c'est bourgeois. Il y a un genre de tri qui est fait dès le vocabulaire. Ouais. Et justement, ce vocabulaire, il l'acquiert justement parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, beaucoup de politiques actuelles sont des politiques professionnelles, entre guillemets, si je puis dire, c'est-à-dire des gens qui ont fait des grandes écoles de politique, qui sont des énarques, Sciences Po, toutes ces choses-là. Et donc qui acquièrent cette facilité de vocabulaire et ce large spectre de mots, mais finalement qui l'utilisent justement à des fins qu'on peut considérer illégitimes, parce que c'est vrai que sur les plateaux de TV, etc., il y a beaucoup de langue de bois, c'est-à-dire que on parle beaucoup sans vraiment dire grand-chose au fond,
Et ça broie vachement l'opinion. Et ça, c'est un problème aussi, justement, qu'on peut soulever dans cette cinquième République. C'est que, justement, il n'y a pas assez de représentants du peuple, puisque les députés, justement, sont censés représenter le peuple, les sénateurs aussi, censés représenter, justement, le peuple, donc nous. Or, à l'Assemblée, il n'y a pas de quota, j'ai envie de dire, enfin c'est pas un joli mot, mais par exemple de personnes ouvriers, de personnes bourgeoises, je sais pas, des personnes qui travailleraient dans le vin, d'autres dans la maçonnerie, enfin, pour vraiment que l'Assemblée nationale représente le peuple français tel qu'il est, et pas tel qu'il est imaginé par ou tel que certains aimeraient qu'il soit, ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est pas du tout éclectique, mais pas du tout l'Assemblée, c'est très visible. Mais ça, comment on pourrait le développer? Est-ce que le fait de agrandir le nombre de personnes qui votent, ça pourrait aider, ou juste changer les gens et ne pas créer de métier de politique? Faire en sorte que politique ne soit plus un métier, mais que tu aies un métier, que tu sois dans la politique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Augmenter je sais pas, changer le Parlement et faire en sorte que chaque catégorie, entre guillemets, de la population soit représentée par des gens, du coup, qui vont élire, genre, je sais pas, t'es maçon, il va y avoir les entreprises de maçonnerie qui vont élire un maçon suprême, genre. Comment on fait? Je pensais pas forcément ça, et puis c'est déjà le cas en France, c'est que l'énorme majorité des élus en France ont un travail à côté. Je parle pas des élus nationaux qui ont des indemnités à hauteur de 7 000 € je crois à peu près par mois. Donc ouais, donc ouais, ça va. Mais la grande majorité des élus, justement des élus locaux, donc des maires, etc. Les maires, je crois, c'est 600 et quelques euros par mois. Ça dépend de la taille de la commune. Ouais. De la commune. Bordeaux, c'est pas 600 balles. Ça, c'est les plus petites communes de moins de 1000 habitants. Ouais, pour les communes Ça veut dire que plus les de moins de communes 1000 sont habitants. grandes, plus tu touches plus. Ouais, c'est en fonction du nombre d'habitants. Avec un plafond. Voilà. Et juste C'est quoi le plafond? Je ne l'ai pas en tête. Okay. Je l'ai pas en tête. 8000. Voilà, mais préciser que dans les indemnités des députés et des sénateurs, il y a de compris un certain nombre de frais qui sont liés au fait qu'ils sont des attachés parlementaires, qu'ils ont des permanences locales sur leur circonscription, et que ces indemnités comprennent tout. Voilà, ça c'était important. Et puis le métier, il n'y a pas de statut de l'élu en France. Et après, on fait pas du statut d'élu un métier. Bien souvent, on part d'un métier qui nous amènera, et c'est vrai qu'il y a quelques métiers qui sont facilitateurs pour entrer à l'Assemblée nationale. Se rajoutent tous ceux qui ont fait effectivement sciences politiques et qui déjà sont sur un niveau de culture important. Et puis vous avez les instituts, l'ancienne ENA, National Administration, les instituts régionaux d'administration. Et à un moment donné, eh bien, on retrouve à la représentativité nationale des gens qui ne représentent plus forcément le peuple, tellement tous ces facteurs-là les ont amenés à s'en éloigner. Et il y a un vrai sujet aussi chez les députés, justement. C'est que beaucoup de députés, finalement, enfin, on en connaît tous quelques-uns des députés, parce que soit c'est nos députés de notre circonscription, ou alors ils sont très connus sur les réseaux sociaux, etc. Mais l'énorme majorité des députés sont pas hyper connus, justement, avec leurs 7 000 € et quelques, ils ont justement des attachés parlementaires à payer, plein d'indemnisations, enfin plein de frais et tout à dépenser. Et sachant qu'un mandat c'est 5 ans et qu'aujourd'hui beaucoup de métiers sont des métiers très pointus, dans le sens où si on n'a pas de formation continue, ça reste dur d'exercer le métier. Je pense je sais pas, à un ingénieur qui deviendrait député, s'il n'y a pas de formation continue, ça va être compliqué de continuer le travail. Et beaucoup de députés, après leur mandat, qui ne sont pas réélus, galèrent justement énormément à retrouver du travail, puisque justement, quand on est député, finalement, on s'occupe d'une circonscription, on la représente, et on ne se fait pas forcément non plus un carnet d'adresses monumental. Contrairement aux ministres, qui eux, justement, peuvent avoir un vrai carnet d'adresses grâce à leur statut, et galèrent beaucoup moins à retrouver du travail après. Et ça, c'est une vraie problématique chez les députés, de retrouver du travail après le mandat, ça. Au cas où, j'ai regardé, du coup, pour les maires, tu peux pas toucher plus de 2700 €. Voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Auquel, parfois, quand on est maire, on est aussi président de métropole,
où on Ça est consiste en président. quoi être président d'une métropole? Par exemple, Bordeaux, il y a Oui. le maire de Bordeaux et il y a le président de la métropole qui regroupe toutes les grandes communes Il décide de quoi, lui? de toutes les compétences métropolitaines, c'est-à-dire le transport, d'autres compétences que j'ai pas comme ça en tête. Et un maire, chez nous, peut aussi être président d'une communauté de communes. Et là, tu additionnes les indemnités. Et parfois, tu peux être aussi conseiller départemental et ou conseiller régional. Maintenant, depuis un certain nombre d'années, c'est juste le cumul, et encore il a été aménagé, de député-maire, qui a été interdit par la loi. Parce que ça générait trop entre guillemets, de cumulards de mandats tout au long d'une vie. Mais, au-delà d'être député et maire, peut être conseiller départemental, président de CDC, conseiller régional. Je prends l'exemple de Langon. Le maire de Langon est président de la CDC du Sud-Gironde. Il est aussi conseiller régional. Mais François Bayrou, il était Premier ministre et il était maire encore de Pau. Absolument. Absolument. Donc c'est pas très cohérent. Il a refusé surtout de démissionner de son statut de maire de Pau pendant l'exercice de son mandat. Allant siéger, je crois, le mardi soir au conseil municipal de Pau. Allez, je regarde. Bon, c'est pas grave, on peut parler là aussi. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que tout est politique? Pour le coup, c'est un débat qu'on voit beaucoup en ce moment. Vraiment, on le voit partout, autant dans la jeunesse comme ça, que du coup avec des personnes plus âgées qui répondent. C'est une vraie question qu'il y a tout le temps. Moi, c'est perso, ouais, Comme ça, nature, brute. Ouais, c'est une question Tout qu'il y est a tout le politique, temps. point d'interrogation. Ouais. Pour moi, oui. Pour Pour moi moi, aussi. tout est politique. À partir Parce du que, moment. ouais, tout a... tout à l'heure, je prenais l'exemple du rap, enfin, en off. Et pour moi, le rap, c'est politique. C'est un mouvement. C'est un mouvement contre une certaine oppression de classe. Ouais. Après, là, du coup, tu prends comme exemple une culture alternative, une contre-culture surtout, et quelque chose d'artistique. Et dire que tout ce qui est artistique est politique et que tout est politique, c'est pas la même chose. Quand on dit tout est politique, déjà, je pense qu'il faut définir un petit peu les termes. Tout, qu'est-ce qu'on englobe dedans? Parce que moi, là, quand on me dit tout est politique, j'ai pas vraiment envie d'y croire, dans le sens où je pense pas que chaque parole, chaque mot prononcé par qui que ce soit forcément politique. Je pense que... Le soleil plutôt de droite ou de gauche à votre avis? Non mais c'est ça. Mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose dans une prise de parole qu'on va peut-être identifier au cours de la discussion, mais il y a quelque chose au cours d'une prise de parole qui rend la parole politique, mais elle l'est pas forcément. Si je te demande d'aller chercher du pain, ça va pas être super politique, tu vois ce que je veux dire. Sauf si tu commences à dire, tu me donnes un ordre, tu te crois supérieur. Mais du coup, t'es un peu... Sauf si la mairie a fermé toutes les boulangeries pour les remplacer par, je sais pas, des supérettes, et dans ce cas-là, waouh, c'est terrible, il y a des décisions politiques qui nous privent de pain, et voilà. Mais je pense déjà, pas que pour tout moi, soit aller politique. chercher le pain, c'est politique. Moi, j'ai pas les moyens d'aller en chercher. Allez, hop. Mais après, en soi, en prenant l'exemple d'aller chercher le pain, c'est un exemple qui a pas trop de sens en soi. C'est pas dans le truc privé à ce point-là. Je sais pas, tu parles à ton pote, tu lui dis je peux avoir du coca. Il y a un petit côté politique bien discret dans la phrase, mais ça l'est pas directement. Mais ouais, genre, imaginons par exemple, je sais pas, tu regardes une émission, ben, l'émission va être tournée d'une certaine façon politique, comme on l'a vu tout à l'heure, tu t'en rends même pas compte. T'achètes tel truc, il y a un côté qui va financer de la politique. Genre, en fait, il y a plein de choses. Politique, hein. Parce que pour moi, par exemple, tu parlais de l'art. Pour moi, l'art, c'est politique. Pourquoi ? Parce que l'art, le fait de faire de l'art et le fait d'aller en voir, déjà, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ceux qui en font
suivant les tableaux que tu fais et tout, ça peut être politique comme ça ne peut ne pas l'être. Arrête-toi. Par contre, ceux qui vont voir, c'est déjà faire partie d'une classe sociale. C'est-à-dire que aller voir des pièces de théâtre, c'est déjà faire partie d'une classe sociale qui fait que tu peux te le permettre et que tu as le temps de te le permettre. Alors non, je suis pas d'accord. Les pièces de théâtre, c'est pas aussi cher que ce qu'on croit. C'est juste que c'est réservé à la bourgeoisie culturellement, mais financièrement, c'est pas si cher que ça. Ça 5 balles théoriquement Et comme le cinéma. c'est très dommage. C'est juste culturellement parlant, si on est pauvre, on n'y va pas. Mais c'est accessible. Oui, mais parce que même dans l'éducation, des gens, on te dit beaucoup plus d'aller au cinéma plutôt que d'aller voir une pièce de théâtre. Parce que les pièces de théâtre, ça relève du coup... Bon, ça dépend, mais il y en a qui sont prises d'anciennes pièces de théâtre qui sont déjà écrites, il y en a qui les font, et donc, bon, après, ça peut varier, bref. Mais par exemple, une exposition. Tu vas voir une exposition, pour moi, t'es bourge. Oh non. Je suis d'accord, mais tout le monde peut y aller. Mais culturellement parlant et socialement parlant, c'est bizarre, quoi. Moi, je suis allé voir une exposition de Bansky, elle était très bien. T'as été voir quoi ? Une exposition de Bansky à Bordeaux. Banksy. Ah oui, Banksy, ouais, j'aime bien aussi. C'est du street art. Ouais, c'est du street art. Ouais, c'est du Et street du coup, art. t'as c'est été vraiment voir cool. une exposition de Banksy, alors que Banksy, à la base, c'est un mouvement d'art urbain qui ne sont pas censés être tous regroupés au même endroit. C'était une exposition à Bordeaux dans un hangar, je sais plus où. C'est pas le truc des Lumières ? Si, je crois. Bassin des Lumières ? Ouais. Ok. Ancienne base militaire, Bassin des Lumières. Ah, Du coup, c'est la lumière des grenades. on dit que l'art est politique, et là, pour le coup, Banksy, il fait des trucs considérés comme politiques. Donc en soi, ça l'est doublement. Après, on n'aime pas. Mais Ça l'est. parler d'art, c'est juste s'exprimer. S'exprimer, c'est politique. Mais à partir du moment où tu démontres ton point de vue, C'est quoi le politique? Qu'est-ce que vous appelez politique? politique, c'est tout ce qui a une influence, enfin selon moi, c'est tout ce qui a une influence sur les autres personnes de la société. Parce que le but de la politique à la base, s'il y a un État, c'est pour faire en sorte que la société et le pays, enfin l'État, puissent s'entendre et que tout le monde puisse vivre ensemble. Politique, c'est une prise de position. Ouais, voilà. C'est une prise de position où tu vas soit dénoncer, soit soutenir. Après, pour moi, la politique, c'est quand même beaucoup plus large. Pour moi, ça s'inscrit surtout fondamentalement, pour moi, c'est le contrat social. La politique, le contrat social de dire en tant que citoyen, je lègue une partie de mes libertés à l'État en échange d'une garantie de protection de ces mêmes libertés qui me restent. Enfin, c'est un exemple très philosophique, mais qui consiste à dire, par exemple, je laisse ma liberté de pouvoir tuer quelqu'un, par exemple, en échange du fait que personne, moi, ne pourra me tuer. C'est aussi simple que ça. Et pour moi, la politique, ça part surtout de là, en fait, du contrat social de Rousseau, de plein d'autres philosophes qui ont pensé avant, qui est de dire que finalement, toutes mes libertés, celle de pouvoir aller tuer quelqu'un si ça me chante, de voler des choses aux autres, etc., je les lègue à l'État en contrepartie d'une protection contre justement le vol, le meurtre, etc. Et toutes ces choses-là, en fait. D'où l'expression « la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres ». Exactement. Je suis parfaitement d'accord avec la notion de contrat social. Dit autrement, effectivement, c'est une inspiration rousseauiste, mais vivre en société, faire société, c'est l'aptitude pour un groupe humain, quelle que soit sa taille, à vivre ensemble de façon harmonieuse. Le contrat, ça évite la guerre. Le contrat social. La politique, c'est pour moi tout ce qui touche à la vie de la cité. Tout. En ce sens, tout est potentiellement politique, au sens où qu'on prenne l'art, qu'on prenne les sports. Là, les sports, juste là, je voyais un processus de condamnation des joueurs argentins qui ont contrevenu à une des règles de la Fédération internationale de football, selon laquelle on ne fait pas de politique quand on fait du sport, et quand ils ont tous affiché le fait que les Malouines appartenaient aux Argentins. Là, il y a eu une porosité, c'est-à-dire que on parle de faits sportifs, dont une règle internationale consiste à dire qu'il ne doit pas être traduit politiquement. Là, il a une traduction politique, parce que là, il concerne la vie en société, mais à l'échelle planétaire.
Parce que les Malouines, c'est perdu au fin fond de l'Argentine, dans l'océan Atlantique. Mais c'est aussi faire société, parce que faire société, c'est aussi le monde entier qui est concerné. Après, l'Argentine, c'est quand même très différent. L'Argentine, ils nous ont... T'es un mauvais perdant dans le foot. Je vais abréger mes propos. Oui, c'est pas le thème. C'est pas le thème. On veut pas entendre tes larmes. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai eu les larmes de Messi, donc ça me va. Mais parfois, moi, je reçois plutôt les larmes du peuple argentin, extrêmement éprouvé par le fait que le poste de la présidence de l'État argentin est occupé par quelqu'un qui est très proche des schémas de vie de Donald Trump. Javier Milei. D'instaurer une politique pas très égalitaire, où il monte sur scène avec une tronçonneuse, par exemple, pour faire rire la galerie. Ouais, voilà. Mais bref, le truc de la politique et du fonctionnement de la société, moi je pense aussi comme ça par rapport à l'anarchie, qui est un courant du coup qui se classe en dehors des normes sociales, parce que justement la base entre guillemets de l'anarchie, c'est comment dire, c'est putain. Bah, c'est qu'il n'y ait pas de politique, c'est que Non, c'est tout pas le ça, monde fasse ce justement. qu'ils C'est veulent ce un que tout le peu. monde pense, mais en fait, le truc, c'est que l'anarchie, c'est souvent vu comme un truc où tout le monde devient des sauvages, etc. Sauf qu'en fait, le but de l'anarchie, c'est de l'individualisme. C'est le truc principal. Il n'y a pas on fait la guerre, tu veux tuer quelqu'un, tu le fais, c'est faux. J'ai juste un avis personnel rapide à ajouter là-dessus. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que l'anarchisme remplit les clauses du contrat social un peu plus honnêtement, parce que, en tout cas sur le plan théorique, il y a un respect du contrat social qui est beaucoup plus direct. Il y a des décisions qui sont prises, mais en plus petits groupes, sur on va dire des terrains, sur un environnement qui est beaucoup plus petit aussi. Donc il y a beaucoup plus de groupes de parole, il y a beaucoup plus de potentiellement de démocratie directe. Il n'y a pas de centralisation du pouvoir. Donc si on reste sur le plan purement théorique, je trouve que, vu qu'on parlait du contrat social, ça remplit un peu plus les clauses que la plupart des démocraties, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en conséquence, Driss, moi je reviens sur la définition originelle de l'anarchie, qui a été bien écrit. Alors peut-être ça te parlera, parce que toi tu as une vraie culture socio et de mec qui s'appelle Paul Nizan, de mémoire, que j'ai pas lu depuis plus de décennies. Mais le fondement de l'anarchisme, c'est la devise, et c'est en ce sens que je ne suis pas d'accord avec ton propos, Driss, ni Dieu, ni maître. C'est ça le fondement, c'est-à-dire chacun n'appartient qu'à lui-même. Et dans ce sens-là, peut-être qu'effectivement ça apporte la contradiction à un système de pensée unique, mais c'est un bordel où il n'y a plus de place pour le contrat social, puisque chacun n'est censé obéir qu'à lui-même, sa raison et ses pulsions. Et là, ça fait un émiettement. En tout cas, c'est le départ de l'anarchisme. Ce sont des gens qui se sont positionnés sur cette thématique-là. Ni Dieu, pas d'idéologie d'appartenance, ni maître, parce que l'homme n'a pas vocation à être subordonné à quelqu'un qui soit son maître. On est tous maîtres. Et on est tous notre propre Dieu, à ne croire qu'à nous. On a la capacité de prendre des décisions nous-mêmes en soi, et l'anarchie estime qu'on n'a pas besoin de prendre des décisions pour nous, qu'on peut le faire soi-même, et il n'y a pas besoin de l'autre là qui est plus fort que nous. Je ne vois, moi, dans l'anarchisme qu'une dimension nihiliste amenant à rien. Ouais, je suis d'accord. Pour le coup, je suis d'accord. Ça marcherait jamais, ça ferait tomber la société, il y aurait beaucoup de morts. Et c'est pour ça, c'est pas pour ça, mais souvent, on déforme les mots, et pour dire que c'est le bordel, on dit que c'est l'anarchie. C'est une connerie. On ne parle pas de la même chose. L'anarchie, c'est une posture personnelle, où du coup il n'y a plus de dimension politique puisqu'il n'y a que soi. On n'a pas à être habité par la nécessité d'avoir un contrat social ou le contrat social, c'est reconnaître toutes les lois dans lesquelles nous nous trouvons. Et à ce titre-là, chaque fois que quelqu'un qui est condamné et qui a porté ces lois-là crache sur ces lois,
quelle valeur ont-elles réellement? Moi, je suis pas pour l'anarchie, mais je ne comprends quand même pas pourquoi. En fait, je comprends pas le concept de classe sociale. Parce que, enfin, de classe politique, sociale, tout ce que vous voulez. Oui, merci, de hiérarchie. Parce qu'en fait, pour moi, on est vraiment tous égaux pour le coup. On a tous deux bras, deux jambes, on a tous un cerveau. Le seul truc qui diffère, c'est l'éducation. euh, et l'égalité des chances. Donc d'un point de vue économie et d'un point de vue éducation, c'est juste ça qui diffère. Mais sinon, théoriquement, on a tous les capacités de réfléchir pareil et de faire les mêmes choses. Et du coup, je comprends pas pourquoi il y aurait une personne que, par exemple, dans la religion, je comprends pas pourquoi on idolâtrait quelqu'un. Dans la politique, je comprends pas pourquoi tout le monde suivrait quelqu'un comme un mouton. Voilà. Je cherchais juste ce que tu dis, le point de départ. L'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Oui. Mais oui, et moi, c'est ça, je comprends pas pourquoi y a juste quelqu'un qui décide d'un truc, et après, j'ai l'impression qu'on doit tous dire oui, je suis Parce pareil. que ce n'est jamais quelqu'un dans un Oui, c'est un état groupe de personnes. C'est un groupe de personnes, mais ce groupe-là de personnes, on a bien tout à l'heure échangé sur le fait qu'ils pouvaient être amenés plus ou moins naturellement à défendre des intérêts qui ne sont pas ceux du bien commun de tout ce qu'on retient comme étant notre espace de société. C'est pour ça qu'il y a des garde-fous d'ailleurs. Je pense notamment au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, bon, un peu moins, mais plus le Conseil constitutionnel. Mais après, pour s'organiser, je pense à une entreprise, une grosse entreprise, si les décisions n'étaient pas prises par une seule personne ou petit groupe de personnes, ce serait très très dur de la faire perdurer. Puisque si tout le monde avait les mêmes pouvoirs, finalement, ce serait très compliqué de trouver une organisation fonctionnelle. Peut-être ça pourrait l'être, hein, mais ce serait très long. C'est pour ça que dans une entreprise, il y a souvent une personne ou un comité de personnes qui prennent les décisions pour l'entreprise en fonction de, des chiffres, etc. Et qui, ce groupe de personnes estime que c'est la meilleure voie à suivre pour l'entreprise. Ça, c'est pour le côté entreprise. Pour l'État, c'est un peu pareil. Néanmoins, si à l'Assemblée nationale, un groupe de personnes font voter une loi qui est contraire à la loi, donc à la Constitution, elle va être censurée par le Conseil constitutionnel qui veille à l'application de la Constitution dans les lois, puisque la Constitution est supérieure aux lois. Et comme justement dans le préambule de la Constitution, il y a la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que l'article 1er, comme Jean-Michel l'a dit, c'est que tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Si jamais une loi qui disait par exemple que les personnes rousses n'avaient plus le droit d'accéder au cinéma, ce serait censuré par le Conseil constitutionnel, puisque tous les êtres humains ne naisseraient plus libres et demeureraient égaux en droit. Et ça, c'est une composante essentielle du fascisme moderne, qu'on peut dire néofascisme, qui considère justement à essayer de sortir de cet état de droit afin de pouvoir justement faire voter des lois qui diraient, par exemple, les personnes rousses, comme je l'ai dit, ne peuvent plus aller au cinéma, ou les personnes qui portent un collier métal un peu punk pourraient ne plus aller franchir les portes d'une mission locale. Franchir les portes d'une mission locale, plein de choses comme ça. Donc, et on les voit bien, les attaques sur le Conseil constitutionnel, qui n'est pas, bien sûr, exempt de toute critique, notamment sur sa méthode d'élection, qui est faite par le président. Donc, c'est compliqué de rester partial quant à l'application de la Constitution, tout en étant élu par un parti politique, une présidence qui a une idéologie. Donc ça, c'est un vrai problème du Conseil constitutionnel aujourd'hui, la méthode d'élection. Néanmoins, il veille tout de même à la surveillance de l'application de la Constitution, ce qui est essentiel dans une démocratie, dans un état de droit, pour ne pas que les citoyens qui ont
les jurous se retrouvent privés d'aller au cinéma, quoi. Ils ne sont pas élus, ils sont désignés. Oui, désignés par le par le président du Sénat, ou je ne sais plus. Je suis totalement d'accord, et en fait je pense que j'aime pas c'est pas le fait qu'ils puissent décider de lois ou quoi, parce que je suis d'accord que si tout le monde déciderait en même temps des lois, ça serait une catastrophe, mais en fait c'est plus que pour moi il ne faut pas qu'un être humain ait du pouvoir, parce que pour moi le pouvoir chez l'être humain c'est synonyme de folie. Toutes les personnes qui ont eu toutes, non, je fais une globalité, c'est pas cool. Mais la plupart des personnes qui ont eu du pouvoir ont minimum fait une connerie, quoi. Et une connerie à cause du pouvoir. Et que je parle pas que du pouvoir politique, hein, je parle du pouvoir en général. C'est-à-dire que un chef... ça peut être un maire, un chef d'entreprise, ça peut être un acteur, un chanteur, ça peut être n'importe quoi. Mais à partir du moment où tu as du pouvoir, il y a forcément un moment où tu te fais un peu chier et où en fait c'est juste la folie de l'humain qui te fait faire des choses que si tu n'avais pas eu de pouvoir, en fait, tu n'aurais pas du tout fait ça. Et moi, c'est ça, je pense, qui m'agace le plus et où je me dis, personne ne devrait en avoir et donc personne ne devrait être supérieur à un autre être humain comme toi, en fin de compte. Alors c'est tout à fait exact ce que tu dis. C'est pour ça que justement pour le Parlement et tout, il y a des garde-fous justement qui empêchent le président de dire parce que les exemples et tout. Néanmoins pour les entreprises, c'est vrai que je m'y connais assez mal, donc je ne saurais pas dire s'il y a des garde-fous qui empêchent une personne de dire voilà quoi. Dans une entreprise, on est sur des relations d'autorité, de subordination. Dans une entreprise, on est dans une relation d'autorité, de subordination entre des salariés et le représentant d'un employeur. Et là, obligatoirement, le représentant de l'employeur détient le pouvoir parce que c'est lui qui a ou le capital ou qui a été élu pour être le président directeur général. Et là, on est sur des relations d'autorité où on peut trouver tout un tas d'abus dans les relations de pouvoir et tout un tas de gens qui parfois s'estiment ne pas être en situation de pouvoir lutter contre cet abus de pouvoir. Mais tu peux perdre ton taf à tout moment, suivant la situation, tu peux juste ruiner ta vie. Quand tu fais ton travail, ici, et puis que tu es dépendant pour faire ton travail d'avoir par exemple un titre de séjour, combien c'est facile pour l'employeur d'user de la précarité du statut de son salarié et du pouvoir qu'il a sur lui pour ne pas en abuser. L'homme, dans son infinie faiblesse, peut faire preuve de lâcheté parfois, de facilité d'exercice du pouvoir, sans se remettre en question, sans... les États, Tocqueville, de la démocratie en Amérique, Montesquieu, il démontre parfaitement qu'au niveau de l'État, l'équilibre, il existe quand certains pouvoirs font obstacle à d'autres pouvoirs. Chez nous, les trois pouvoirs, c'est le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le gouvernement, le pouvoir judiciaire, la machine à juger, et le pouvoir législatif des parlementaires. C'est les trois pouvoirs. On voit par exemple aujourd'hui que ça a été décortiqué dernièrement par des politologues que la théorie des contre-pouvoirs qui est à la base de la construction des États-Unis d'Amérique n'a pas marché. Et notamment via une de ces institutions un peu suprêmes comme nous, la Cour suprême. La Cour suprême n'a pas été le contre-pouvoir au délire de quelqu'un comme celui qui occupe cette fonction-là. Les contre-pouvoirs sont essentiels. Mais pourquoi ? Parce que la Cour suprême, beaucoup je crois qu'ils sont 9, beaucoup ont été justement mis à cette position et sont des soutiens de Donald Trump, justement. Et ça, c'est le même problème en France par du Conseil constitutionnel, c'est qu'ils sont désignés par, justement, les personnes au pouvoir. Donc, en France, pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas eu de problème vis-à-vis de ça, mais c'est toujours un risque à prendre en compte. Et donc, ce risque-là, c'est aussi, comme je l'expliquais en début de podcast, une des limites de cette constitution-là, la 5e République.
auxquelles on pourrait y ajouter justement des mesures supplémentaires, des contre-pouvoirs supplémentaires. Et d'ailleurs, les pouvoirs en France, on voit que l'exécutif prend un peu du rôle du judiciaire. On le voit avec les policiers, donc représentants du pouvoir exécutif, qui se voient maintenant donner des décisions judiciaires. Alors pas dans le sens, ils vont pas condamner quelqu'un, mais ils ont de plus en plus de pouvoirs judiciaires justement pour mettre des contraventions, des choses comme ça. Enfin pas des contraventions, mais rendre des... J'ai plus l'exemple exact en tête, mais c'était sorti il y a pas longtemps, c'était assez intéressant. Et en fait, le problème, c'est vraiment le manque de moyens dans la justice. Pourquoi l'exécutif prend un peu ce rôle-là du judiciaire? C'est parce qu'il n'y a plus assez de moyens dans la justice. Les procédures traînent, elles sont longues. Beaucoup de dossiers sont mis sur le je sais pas, dans le panier. Par exemple, je prends l'affaire Liana, justement, donc cette petite fille, c'était, enfin bref, une affaire terrible. Des affaires comme ça, il y en a beaucoup en France qui ne sont justement pas étudiées par les commissaires, les inspecteurs, etc. Donc ça, c'est un vrai problème qu'on a en France, que beaucoup de gens finalement ne sont pas mis en prison ou ne sont pas comment dire jugés, ne répondent pas de leurs actes alors qu'ils ou elles devraient. Mais en allant par là, vous pensez quoi, vous, du fait que maintenant, je vais mettre des guillemets, mais du fait que maintenant un policier ait le droit de vie ou de mort sur une personne? Je mets des gros guillemets parce que c'est juste vis-à-vis de la loi qui est passée. C'est pas au sens littéral. Et sur la présomption d'innocence. Oui, mais c'est juste que maintenant, un policier peut tuer à tout moment, même si doit se justifier après, doit avoir des bonnes raisons, doit ci, doit là. Il a quand même ce pouvoir-là. Qui ne sera que la conséquence d'un mécanisme judiciaire. Là, c'est vraiment la question. Elle n'est pas de ce pouvoir de permis de tuer, c'est juste le renversement de la preuve, de la charge de la preuve en matière de présomption d'innocence, quand il y a, ça peut aboutir ou on peut le traduire comme étant en bout du bout, mais on n'est malgré tout pas dans le permis de tuer. Mais en même temps, il y a eu des événements qui ont été très 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 graves en France ces dernières années, qui questionnent l'aptitude des policiers à pouvoir répondre à des agressions ou parfois dont ils sont eux-mêmes l'auteur. Et c'est des débordements qui ont eu lieu il y a quelques années, il y a tout récemment, qui ont amené effectivement au bout du bout. Ça peut laisser à penser que c'est un permis de tuer, mais on est juste dans le renversement de la charge de la preuve. Ce qui est extrêmement important d'ailleurs, quand on voit tous les mutilés de ce qui s'est passé suite à la défense, ou plutôt à la contestation des bassines de Sainte-Soline. Avec les gilets jaunes aussi. Aussi avec les gilets jaunes. Souvent quand il y a eu des manifestations, il y a eu des blessés. Ouais. Tout simplement. Ah oui. Mais après, le problème, perso, c'est le fait que, il y a toujours le cliché du bon et du méchant flic, quoi. Mais pour moi, c'est pas qu'un cliché. C'est-à-dire que il y a certaines personnes... Il y a un problème ? Ok. C'est-à-dire que moi, j'ai pu rencontrer beaucoup de policiers pour le coup, et il y en a qui sont extrêmement gentils et qui, eux, quand tu lui poses la question de oui, pourquoi t'as choisi d'être flic, parce que moi je vois trop d'injustice et je veux réguler ça, machin, tu vois, je veux faire littéralement le bien dans le monde, quoi. Et t'es en mode ok, c'est super. Et puis t'as d'autres qui sont juste en mode moi c'est parce que j'aime bien battre, j'aime bien ci, j'aime bien ça, et là c'est bon, quoi. Ah ok. Pour le coup, toi, t'as pas vraiment la bonne mentalité pour avoir une arme dans les mains. Parce que ça peut très vite dégénérer et c'est mauvais autant pour la personne, enfin pour la personne mauvaise que pour la personne d'en face. Parce que même ne se rend pas compte, mais peut avoir des traumatismes de tirer sur une personne quand même et lui ôter la vie. Il y a ce projet, il y a cette loi-là.
il y a aussi qu'il était constaté, il y a quelques jours de cela, que chaque gendarme ou chaque policier engagé dans les compagnies républicaines de sécurité doit absolument, pour qu'il puisse être identifié et qu'on puisse étudier quand il y a des mutilations, des décès ou autres, doivent porter absolument un numéro qui permet de les identifier. Au jour d'aujourd'hui, il semblerait que... C'est le Rio, non, ça s'appelle c'est possible. Aujourd'hui, très fréquemment, les forces de l'ordre ne portent absolument pas, ou alors il est porté mais il est dissimulé, il suffit de dissimuler quelques numéros, en fait ne rendant pas possible l'identification de quel est l'auteur quand les brigades sont composées de dizaines ou vingtaines ou plus de policiers. Et bien aujourd'hui, l'identification sur des blessures ou morts graves, qui est l'auteur, c'est que cette règle-là ne soit pas strictement appliquée. Et il semblerait bien qu'effectivement tout soit fait pour qu'elle ne soit pas appliquée, donc qu'on ne puisse pas... Ça me semble être aussi grave dans le détournement d'un texte qui est destiné à protéger le citoyen que le renversement de la charge de la preuve en matière de présomption d'innocence. Effectivement, ça sera à la victime civile à démontrer que l'usage, pour être indemnisé, même si elle a perdu un œil, que en fait c'était l'usage de son agresseur qui était totalement disproportionné par rapport à son propre acte de violence. Voilà, c'est plus un état répressif dont on voit là les témoignages qu'un état sûr de ses forces et du coup véritablement démocratique qui respecte quand des gens contestent. Mais ce qui serait intéressant, je pense, c'est que justement, je sais pas si ça existe déjà ou pas, j'ai pas l'impression, mais dans la formation, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, pour être gendarme ou policier, ce qui serait intéressant, c'est justement qu'il y ait des tests psychologiques pour savoir si la personne est juste apte et n'est pas perturbée dans n'importe quel Il y en a sens. déjà des. Oui, il y en a tests, hein. déjà. Et ça serait bien que juste ça se réitère chaque année parce que une personne, enfin genre moi l'an dernier et moi actuellement, je sais que je suis pas du tout la même personne, j'ai pas du tout les mêmes pensées et ainsi de suite. Et personne n'est pareil parce que tout le monde évolue et vis-à-vis aussi des fréquentations ou quoi, vis-à-vis des choses que tu as pu subir, tu peux changer du tout au tout et ça serait intéressant qu'il y ait juste un suivi psychologique. Moi, j'ai un avis qui est assez tranché sur cette loi. À mon sens, c'est une énième loi faite par la majorité présidentielle, même s'ils ne sont pas si majoritaires que ça, mais par le groupe parlementaire présidentiel de l'Assemblée, pour dire qu'ils ont fait quelque chose sur ce sujet. Je m'explique. Souvent, sur les plateaux, ils se gargarisent de faire beaucoup sur des sujets, etc. Et en citant beaucoup de lois. Et je trouve que c'est une énième loi comme ça, c'est-à-dire une loi qui va rendre finalement les victimes encore plus victimes d'outrage de la part des policiers envers eux. Et qui va finalement pas changer tant de choses que ça, à part des procédures qui vont encore plus s'éterniser, des victimes qui ne pourront pas porter plainte puisqu'elles seront décédées, que je ne sais pas, ils n'ont pas de proches ou quoi pour aller déposer plainte à leur place. Donc c'est une énième loi pour dire qu'on a fait quelque chose sur ce sujet-là, mais qui finalement ne sert à rien, faut le dire clairement. Quand il y a eu par exemple les attentats du Bataclan, et que les deux policiers de la BAC sont rentrés avant même le GIGN et ont tiré justement sur un terroriste, l'enquête a quand même vite conclu que c'était légitime et que voilà, bon. Donc faut rester pragmatique quand même. Les policiers ont le droit d'utiliser leurs armes s'ils sont en danger ou si la vie des autres sont en danger, et ça ils l'ont toujours eu, c'est leur métier, c'est ça. Et tant mieux qu'ils aient tiré sur cet individu au Bataclan, enfin voilà. Néanmoins, la police a beaucoup d'autres problèmes. Je pense notamment au logiciel. C'est qu'ils ont un logiciel qui, il faut le dire, est nul, mais nul. Là où la gendarmerie a un logiciel plutôt cool, quoi. Et les gendarmes veulent pas trop le passer aux policiers parce qu'il y a toujours de la petite rivalité gendarme-policier. Mais oui, aussi, mais Surtout qu'ils
et eux-mêmes sont rivaux. Mais rien qu'en apportant un bon logiciel aux policiers pour que les procédures aillent plus vite, pour rentrer les procédures tout simplement aussi, donner plus de moyens, je pense, aux policiers pour tout ce qui va être les gilets pare-balles, je sais pas, les tasers, les radios, enfin plein de choses comme ça. Et peut-être aussi réintégrer une police qui ne soit pas armée d'armes létales, mais d'armes plus dissuasives ou qui permettent de neutraliser quelqu'un. Je pense notamment au taser, au matraque ou quoi. Oui, Qui serait une police, ouais. Les flashballs, ça dégage, quoi. Alors, Ouais. pour le Qui coup, serait plus les une tasers, police, c'est souvent compliqué quand même. Quelqu'un qui est sous stupéfiant va pas réagir du tout au taser. Oui, mais après, Il ouais va tomber. Ah non. ouais. Mais par C'est exemple, sûr. si en étant, je ne sais pas, 3 ou 4 dans la patrouille, quoi, parce que bon, on va pas se mentir, à 3 ou 4, s'il y a une personne, bon, il va pas faire grand-chose, Mais quoi. là, c'est le même principe. Quelqu'un sous substance, tu peux être à 5 des fois et il te déboîte. Ouais, mais enfin, bref, arrête de me contredire. Non, mais là, pour le coup, le taser fonctionne pas dans beaucoup de situations quand il y a des agressions. Les personnes sous substance, taser, ça marche pas. Bagarre, il te bouffe. Il y a peut-être d'autres méthodes non létales, ce qui serait beaucoup mieux. Et il y en a dans certains pays, il faut juste les adapter ici. Mais il y en Comme a, quoi mais le taser... je sais qu'il y a des pays en Asie où ils utilisent littéralement... Tu vois les trucs pour choper les chiens? Ouais. Ils utilisent ça. C'est des trucs comme ça. Ouais, et à ce- c'est comme pour la SPR, là, les gros bâtons avec juste un espèce de. Ouais, c'est un de truc comme rond, ça. Et à ce qui paraît, ça marche bien dans certains pays. On va peut-être conclure tout de suite. Ok. Ben voilà, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui, sauf si quelqu'un veut rajouter un truc, mais je pense pas. Juste une observation que c'est peut-être aussi bien de passer d'un commentaire à un autre qui fait glisser d'un sujet à un autre. Mais tout est politique. Je trouve que c'est agréable comme ça d'importer les sujets au gré de nos réflexions qui chaque fois décalent. Tout peut avoir une dimension politique. Moi, je trouve extrêmement intéressant de pouvoir échanger. Peut-être qu'il y aura un épisode 2 du coup. Sûrement. Il fera 4 heures par contre. Exactement. Ouais, un Et week-end. Oui, puis peut-être avec plus de gens. Et puis, ça pourrait aussi avoir une forme de régularité. Le vendredi après-midi est un moment plus paisible dans la semaine que plein d'autres demi-journées. Et c'est plaisant que d'avoir l'esprit libre pour échanger comme on le fait là, respectueusement des propos tenus par les autres. Moi, je vous remercie pour ce temps. Et Extrêmement merci à agréable. tous. Et merci à tous. Ben ouais, merci à Merci. tous. Merci du coup à tout le monde, merci d'avoir écouté. C'était ML2R Studio, la radio de la mission locale et de Rive. Mais c'est pas du tout une radio. Non. Abonnez-vous. Bisous les loulous. Abonnez-vous, Mettez lâchez des un max de commentaires. like, lâchez un Ciao, max de ciao, like. ciao, ciao. À bientôt.